Et André et Evelyne, vous êtes prêts? Oui. Hop. Ok, parfait. Donc, j'aimerais vous souhaiter officiellement la bienvenue et vous remercier de votre présence parmi nous. Je suis Élodie Tellier, adjointe à l'administration aux communications du REFAD et il me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Avant de débuter la présentation, le REFAD, Réseau pan-canadien, reconnaît qu'il est situé en territoire autochtone traditionnel, non cédé par voie de traité, et souhaite saluer ceux et celles qui, depuis des temps immémoriaux, ont été les gardiens traditionnels. Nous exprimons notre respect pour la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés ici et partout autour du monde. La présentation de cet atelier est rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada et des membres du REFAD. Merci à tous d'être présents avec nous aujourd'hui pour l'atelier intitulé « La création d'un cours de rédaction fondamentale centré sur l'expérience étudiante, l'interactivité au service d'une démarche pédagogique autonomisante et autocritique ». Nous accueillons aujourd'hui Evelyne Deprêtre et André Lissik de l'Université TÉLUQ. Titulaire d'un doctorat en lettres, Evelyne Deprêtre est professeure en rédactologie à l'Université TÉLUQ depuis 2017. Ses travaux de recherche se déclinent en deux volets, le premier relevant du domaine des lettres et des études médiatiques concernant la bande dessinée et la transmédiabilité. Le second revêt une orientation pédagogique au niveau du postsecondaire, soit non seulement l'enseignement de la littérature, mais aussi l'enseignement de la rédaction et enseignement à distance en mode asynchrone. Depuis 2020, elle s'intéresse tout particulièrement aux outils numériques et à l'intelligence artificielle générative en situation rédactionnelle, ainsi qu'aux approches autonomisantes et interactives d'apprentissage. André Nichik est spécialiste en sciences de l'éducation à l'Université TÉLUQ, où il se consacre avec passion à la pédagogie. Titulaire d'une maîtrise en technologie éducative de l'Université Laval, il cumule plus de 20 ans d'expérience dans l'enseignement supérieur et la conception pédagogique. Son parcours professionnel est marqué par des rôles diversifiés, notamment comme chargé de cours à l'Université d'État de Moldavie, conseiller en technopédagogie à l'INSPQ et chargé de projet et concepteur pédagogique au collège Mérisy. Les domaines d'intérêt couvrent l'engagement cognitif et la motivation des apprenants, le design pédagogique, l'évaluation et la progression des apprentissages, ainsi que l'analytique et le suivi des apprentissages. Evelyne et André, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je vous laisse maintenant la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. André et moi-même vous remercions de participer à cet atelier conférence sur la création d'un cours universitaire en enseignement à distance asynchrone. C'est un atelier conférence qui se veut comme le partage d'une double expérience, à la fois celle de la conception de cours et celle d'une collaboration d'équipe, soit professeur moi-même et Andrei, le spécialiste en sciences de l'éducation qui a travaillé avec moi. Alors, ça commence mal. Je n'arrive pas à changer. J'arrive pas à changer. Voilà, excusez-moi. Donc, on a structuré l'atelier conférence en 4 parties. La première qui sera consacrée à l'inspiration qui a donné naissance à la création d'un cours de rédaction fondamentale en enseignement à distance asynchrone qui soit centré sur l'expérience étudiante. Et comme c'est moi qui suis à l'origine du cours, je vous offrirai tout d'abord une mise en contexte pour ensuite évoquer le socle qui a régi sa construction ainsi que l'intuition pédagogique qui a guidé sa mise en œuvre. La construction du cours proprement dite constituera la deuxième partie. Nous aborderons ensemble, André et moi, d'une part, la création des contenus, des activités d'apprentissage et des évaluations, ainsi que d'autre part, non seulement notre mode de collaboration et les défis que nous avons dû relever. Quant à la troisième partie, l'expérience d'apprentissage en sera le cœur. Je présenterai et j'analyserai quelques données quantitatives et qualitatives, dont celles des évaluations réalisées par les personnes étudiantes durant la session d'automne 2024, et j'en profiterai pour mener l'ébauche de quelques critiques concernant le cours actuel et les améliorations à y apporter.
pour terminer, dans la quatrième partie, André et moi vous proposerons quelques idées avec lesquelles vous pourriez repartir à la fin de l'atelier conférence et qui pourront aussi servir à alimenter des discussions à la suite de notre présentation. Alors, commençons par la mise en contexte, donc vraiment, je m'excuse, mais j'ai perdu mon fil, donc vraiment ce qui m'a amené à créer ce cours. Alors, l'expérience étudiante dans les cours de rédaction à l'université peut s'avérer traditionnelle. J'entends par là que la personne étudiante dispose d'un manuel, d'un cours en ligne ou en présence qui exige des va-et-vient vers le manuel, des expériences d'autoréflexion ou à réaliser en groupe, des travaux notés et un ou plusieurs examens sous surveillance qui portent sur la théorie et sur une production rédactionnelle. À la fin de leur cheminement, il peut apparaître à la professeure ou au professeur que les personnes étudiantes n'ont que peu, voire pas du tout, réglé la majorité des difficultés rédactionnelles, dont le style, la cohérence textuelle, l'établissement d'une structure solide et efficace, sans compter beaucoup d'erreurs orthographiques, syntaxiques et de ponctuation. Donc, les modes d'apprentissage sont donc encore perfectibles pour l'atteinte de meilleurs résultats en rédaction. Alors, en qualité de professeur du cours de rédaction fondamentale à la TELU, j'en ai été témoin en héritant en 2017 d'un cours qui correspondait assez bien à ce constat. J'ai dû commenter et évaluer un grand nombre de travaux notés et d'examens où les problèmes de langue et autres persistaient encore à la fin d'un cheminement équivalent à 3 crédits. Je trouvais ça quand même un peu ennuyeux et inquiétant. En effet, donc, je passais le plus clair de mon temps à signaler non seulement des erreurs d'accord, dont bien entendu celui des participes passés, des erreurs de syntaxe, etc., mais aussi des faiblesses de vocabulaire, comme les répétitions des verbes permettre, faire, etc., ainsi que du coordonnant donc, au point de reconnaître ceci. Tous ces écueils linguistiques et structurels diluaient trop souvent l'essence des idées véhiculées dans le texte. Donc, ainsi, alors que les préceptes des fondements rédactionnels demeuraient tout à fait pertinents, que pouvais-je faire dans ce cours pour rectifier le tir? Bref, comment faire pour que les personnes étudiantes écrivent mieux? Et c'est une préoccupation constante pour la qualité de tous les écrits universitaires. Alors, 2 questions ont présidé à la refonte du cours. La première, c'était comment outiller la personne étudiante pour rédiger, et j'utilise le mot outiller parce qu'il doit être compris dans son sens figuré, donc comme un moyen, comme ce qui permet d'obtenir un vrai résultat et d'agir sur quelque chose. Et la deuxième question, c'est comment amener la personne étudiante à développer son esprit critique devant ces techniques rédactionnelles et les écrits qui en résultent. Ceci revient à ce qu'elle s'interroge non seulement à la qualité de la langue à l'œuvre dans ces textes, j'entends évidemment par là l'orthographe, la syntaxe, la grammaire, le vocabulaire et la ponctuation, mais aussi que leur style, leur cohérence et la cohésion textuelle, la structure et leurs articulations logiques soient meilleures, soient améliorées. Or, ces 2 questions qui recentrent la conception de cours sur l'expérience étudiante ne peuvent-elles pas inspirer toute personne créatrice de contenu pédagogique? En effet, elles me semblent aisément transférables à des domaines d'apprentissage autres que celui de la rédaction et peuvent être susceptibles de vous inspirer, je l'espère. Donc, toujours dans ce volet inspiration, je vais aborder maintenant l'intuition qui est devenue la colonne vertébrale du cours que j'ai voulu repenser. Cette intuition pédagogique consiste à vouloir estomper la prescription, c'est-à-dire le principe, la règle, par laquelle la personne professeur apparaît comme celle qui, d'une part, professe, évidemment, et d'autre part, évalue, donc qui détermine la valeur. 2 questions surgissent ici. Pourquoi vouloir estomper cette prescription? Mais parce que, selon mon expérience de professeur, le rapport de nombreuses personnes étudiantes à la langue française écrite et à la rédaction me semble
conflictuelle, particulièrement au Québec, notamment pour les raisons historiques que beaucoup d'entre nous connaissons. Qui n'a jamais entendu comme personne enseignante ou comme parent la fameuse phrase « J'ai toujours eu de la misère avec mon français ». La deuxième question, c'est comment réaliser cet estompage, cette atténuation de la règle et de l'évaluation et tenter ainsi de résoudre le rapport souvent conflictuel identifié précédemment. Pour résoudre ce problème, j'ai misé sur le fait que la personne étudiante devienne elle-même en mesure de critiquer et d'évaluer son propre travail. Et pour ce faire, j'ai convoqué deux approches. La première se veut autonomisante, qu'en tant que professeur, j'entrevois comme proposer un parcours tout au long duquel j'apprends à la personne étudiante à critiquer ses productions, à les évaluer et à les bonifier par elle-même. Et l'autre approche qui, elle, se veut orientée vers la critique et l'autoréflexivité. Outre ces deux approches, sur quoi tabler en tant que personne, professeur, pour rendre la personne étudiante la véritable actrice de ses apprentissages. Donc, d'un point de vue technopédagogique, sur quoi peut-on compter? J'ai considéré l'interactivité. Pourquoi? Notamment pour tenter d'endiguer deux problèmes liés au contexte d'apprentissage à la TELUC en enseignement à distance asynchrone. Tout d'abord, la solitude de l'étudiant qu'il peut vivre et, deuxièmement, le risque élevé d'abandon lié à ce cheminement très individuel et en dehors des interactions usuelles qu'on a en enseignement à distance synchrone ou en enseignement en présence. Ce désir d'interactivité nous mène à la deuxième partie de cette présentation, la construction du cours et plus particulièrement le contenu ou les contenus et les activités. J'ai intitulé le cours « Rédaction fondamentale et outils numériques ». En effet, puisqu'il s'agissait de rendre la personne étudiante autonome face à ses apprentissages et critique par rapport à ses écrits, il m'apparaissait que le logiciel Antidote ainsi que certains recours à l'intelligence artificielle générative l'outilleraient dans ce sens. Notez ici que plusieurs linguistes émettent des réserves quant à Antidote. Toutefois, je considère que son utilisation bien encadrée, notamment par la mise en évidence de ses qualités et de ses défauts, et de la nécessité d'exercer sans cesse un esprit critique par rapport aux propositions d'Antidote et par rapport à ses diagnostics, eh bien, Antidote demeure un excellent outil linguistique et rédactionnel. Imaginez-vous maintenant être un spécialiste en éducation, en sciences de l'éducation, à la TELUC, comme l'est Andrei Nitschik. Vous venez de recevoir mon dossier de présentation concernant ce cours rédaction fondamentale et outils numériques et je viens de vous transmettre déjà les contenus des 3 premiers modules. Voici les informations que vous avez en main. Vous voyez qu'il y a 5 modules et qu'il y a un certain nombre d'activités qui vont être notées ou non notées et qu'il y a des évaluations ainsi qu'un examen final. Dans le dossier, on dit qu'en fait, il va y avoir 60 activités environ et une vingtaine de vidéos, qu'il va y avoir aussi une multiplicité des supports, c'est-à-dire qu'on va mettre en présence des vidéos, du texte à lire, mais et aussi de l'audio. Et il va aussi y avoir, donc je viens de le dire, beaucoup d'activités formatives donc qui visent à l'assimilation théorique et l'expérience pratique, mais qui ne sont pas nécessairement évaluées. Et quand elles le sont, c'est selon un mode de correction automatisé, enfin souvent. Toutefois, ces activités sont obligatoires. Donc, celles qui ne sont pas évaluées sont obligatoires, celles qui sont évaluées le sont aussi. Et en effet, la personne étudiante n'a accès à une activité qu'à la condition d'avoir réalisé la précédente. Donc, on est vraiment en face d'un parcours fléché.
Et l'accent est aussi mis sur la rétroaction personnalisée. Donc, ça, c'est ce que j'amène comme désir des desiderata auprès d'Andrei. Et que l'accent qu'un accent prioritaire soit mis sur le comportement de la personne étudiante comme actrice. C'est-à-dire qu'elle doit lire, elle est tout le temps en activité, elle doit lire des contenus, visionner, écouter des contenus, elle doit les assimiler par le biais de prise de notes, de résumés, elle doit faire des récapitulatifs graphiques, des mots croisés, etc. Donc, elle est la plupart du temps invitée aussi à rédiger des courts textes qui portent sur les lignes théoriques étudiées. Elle doit aussi, après, lire des rétroactions qui sont internes au cours, et elle doit comparer le travail qu'elle a fait avec ces rétroactions. Donc, on voit qu'elle est vraiment actrice dans le cours. On aurait pu envisager, pour estomper la prescription, afin de pousser au maximum l'autonomisation de la personne étudiante, qu'il n'y aurait pas eu d'évaluation notée pour ce cours. Mais j'ai quand même décidé de recourir à l'évaluation sommative à la fin de chaque module. Et le dernier module, en fait, à la fin du dernier module, il y a l'examen final. Mais même s'il y a quand même ces évaluations, j'invite beaucoup la personne étudiante à juger de ses productions et à les réviser à l'intérieur donc des évaluations et même à pouvoir utiliser Antidote parce qu'en milieu professionnel, on utilise ces outils. Et la personne évaluatrice, quant à elle, va devoir offrir une rétroaction personnalisée qui soit riche, non seulement avec des commentaires, mais aussi avec une pondération définie. Et cette rétroaction, la personne évaluatrice va devoir la transmettre par courriel à la personne étudiante. Donc, il y a quand même, ça n'arrive pas directement dans un portail avec une note. Il y a un échange possible. Alors, entre la création de contenus théoriques et de différents types d'activités rédigées en format Word et un cours en ligne en enseignement asynchrone, il y a de nombreuses étapes. Et certains d'entre vous savent déjà très bien de quoi ils retournent. Ainsi, voici comment j'ai compris le rôle d'Andrei, le spécialiste en sciences de l'éducation qui est ici présent et qui participe avec moi à cette présentation. Tout d'abord, il a dû comprendre mon intuition pédagogique et cerner l'ensemble des activités que je souhaitais intégrer dans le cours. Ensuite, il a dû s'imprégner de la structure du cours que je proposais et esquisser comment elle serait à l'œuvre dans le cours en ligne. Il a aussi dû réfléchir aux meilleurs outils technopédagogiques qui conviendraient à ma vision de l'apprentissage. Et enfin, il a dû réaliser de nombreux tests pour s'assurer de rendre les activités, et elles étaient nombreuses, constructibles sur la plateforme d'apprentissage et réalisables par les personnes étudiantes. Et je vais laisser maintenant Andrei vous présenter comment lui, il a reçu mon projet et la manière dont il a procédé pour que le cours soit édité en ligne. Voilà pour Andrei. Je te laisse la parole, Andrei. Merci Evelyne donc, de me laisser la parole. Donc à mon tour, permettez-moi donc de poursuivre avec une brève présentation de notre service technopédagogique de la TELUC. Donc le service technopédagogique, c'est un processus de conception donc, et accompagnement flexible qui s'adapte aux besoins des professeurs et experts de contenu. Nous sommes une équipe multidisciplinaire expérimentée et aussi on offre une expertise technopédagogique unique. Donc bref, on assure un accompagnement personnalisé donc, dans le développement du cours dès l'étape de l'analyse des besoins jusqu'à la mise de l'offre du cours. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne notre équipe, donc, elle était constituée donc, de plusieurs intervenants qui ont collaboré avec Evelyne dans la conception et production du cours. Premièrement, il s'agit d'un spécialiste en sciences de l'éducation, donc c'est le rôle que je l'ai assumé dans le cadre de ce projet. Par la suite, on était géré par un responsable du projet.
Donc, on a profité également de l'expertise d'un spécialiste en design d'édition pédagogique et aussi une technicienne en informatique. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, comme l'avait mentionné donc, Evelyne, au niveau de macro-conception, le cours présente 5 modules. Donc, le scénario d'apprentissage présente différents types d'activités, telles que présentation d'arrêt, lecture, capsule vidéo, audio, ainsi que des activités d'évaluation formative. Donc, avec une contrainte de réalisation qui permet d'accéder à l'activité suivante. Également, au niveau micro, donc, comme l'avait mentionné Evelyne, pour chaque module, l'évaluation des apprentissages est réalisée au moyen des quiz ou des activités notées, donc sous forme de quiz module et un examen final à la fin. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, un des premiers défis était de s'approprier du modèle de conception pédagogique curriculum spiralé du Harden et Stemper, donc, qui repose sur 4 caractéristiques principales. Donc, premièrement, il s'agit d'une exposition progressive du concept. Donc, les apprenants sont exposés donc, plusieurs fois au même concept, aux mêmes compétences tout au long du cours. Deuxième caractéristique, la complexité croissance du contenu dans le cours. À chaque exposition, les notions deviennent de plus en plus complexes et approfondies, donc permettant aux étudiants d'acquérir une maîtrise progressive. La troisième caractéristique, ici, à titre d'exemple, pour la deuxième caractéristique, comme vous pouvez voir donc, sur la diapo, les activités de révision proposées donc, augmentent vers la fin du cours. La suivante caractéristique, intégration progressive de nouvelles connaissances qui sont rattachées sur les apprentissages antérieurs. Dans le fond, l'apprentissage précédent constitue un prérequis pour les apprentissages ultérieurs. Et dernière caractéristique, l'amélioration des compétences. Donc, cette mode d'enseignement en spirale donc, vise à renforcer progressivement les compétences des étudiants, notamment avec l'utilisation du maîtrise du logiciel antidote et les compétences rédactionnelles. La dispositif suivant, s'il vous plaît. Donc, un des défis avec lequel on commence toujours donc, dans le traitement des dossiers, ça vise à assurer que les contenus du cours sont accessibles. Donc, ceci constitue une des préoccupations de notre service et par défaut, avec quelques exceptions, nos cours sont presque entièrement accessibles. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Concernant les contenus du cours, comme l'avait mentionné Evelyne, le cours est conçu de façon à tenir compte des différentes préférences, habiletés et capacités des étudiants dans leur apprentissage. Donc, dans ce sens, le même contenu est offert sur plusieurs médias avec la possibilité de choisir, soit entre une capsule vidéo, capsule audio, une présentation d'un arrêt ou un contenu textuel. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, concernant la conception des activités d'évaluation non notées et notées, donc continue à s'assurer que les activités donc, proposées dans le cadre de ce cours favorisent la motivation et restent engageantes, ainsi que contribuent à développer des processus cognitifs complexes tels que l'autorégulation. Dans ce sens, donc, plusieurs stratégies ont été mises en place pour diminuer la procrastination, l'effet du report et les effets de l'apprentissage superficiel, donc afin de stimuler, comme disait Evelyne, l'autonomisation et l'autocritique des apprentissages. S'il vous plaît, la diapositive suivante. Donc, pour ce faire, nous avons commencé par réviser les activités d'évaluation, donc premièrement afin de les simplifier et par suite de les équilibrer avec les contenus donc, des cours. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Le défi suivant visait à approprier les activités d'apprentissage en vue de la médiatisation et l'intégration dans l'écosystème donc, de notre université. Donc, pour ce faire, nous avons fait recours en amont à une
au prototypage des activités, donc ce qui nous a permis de les adapter et et faciliter leur intégration. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, quelle solution technologique choisir donc, pour mettre en place toutes les stratégies vu les nombreux avantages, donc nous avons opté pour des modules H5P, donc pour la modélisation de certaines, mais presque toutes les activités non notées. Entre autres, on a mentionné que grâce au H5P, on peut créer des objets pédagogiques réutilisables qui sont modifiables et remplaçables. Éventuellement, Evelyne, elle pourrait les utiliser dans le cadre d'autres projets ou d'autres cours. Également, le besoin d'intégrer des rétroactions personnalisées donc, pour chaque type d'activité, donc ce qui nous avait permis les modules H5P. Également, la possibilité d'avoir une variété de types de contenus interactifs qui s'adaptent bien à l'évaluation formative en raison de leur simplicité. Donc, c'était un autre critère que nous avons choisi. Un critère assez important, c'est l'interopérabilité avec Moodle et le suivi de progression, ce que nous offre H5P. Et également, H5P propose des activités qui sont conçues pour l'apprentissage des langues. Donc, il y a plusieurs types d'activités qui sont conçues. Donc, merci beaucoup. Je laisse la parole à Evelyne. Merci André. Puis donc, comme vous pouvez le constater, derrière des contenus, il y a tout un travail très conséquent pour arriver à ce que ces contenus arrivent sur la plateforme du cours. Et c'est un travail qui était vraiment une collaboration synergique pour un résultat que je vais que je vais aborder maintenant. Donc, je vais parler essentiellement de l'expérience d'apprentissage. Alors, si on regarde le tableau, il y a eu des étudiants à l'été 2024 et à l'automne 2024. Il y en a eu 54 qui se sont inscrites au cours et elles ont été encadrées tantôt par une personne tutrice. Plus tard, ce sera peut-être par une autre, mais pour le moment, c'est comme ça que ça s'est passé, ou bien par moi-même. Et de ce nombre, on en totalise 37 qui ont terminé le cours et réalisé les évaluations et 5 qui sont encore en cheminement. Ce qu'on appelle à la TELUC les reportés, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui choisissent de prendre un report de 20 semaines en plus de leur session initiale pour terminer leur cours. Pour les résultats quantitatifs, eh bien, je vais me baser sur le nombre de 37 qui permet déjà d'avoir une belle vision d'ensemble. Alors, 2 commentaires importants peuvent être émis. Le défi que nous avons à la TELUC, enfin pas nécessairement à la TELUC, mais en enseignement à distance asynchrone avec des dates de début de cours qui sont différentes pour chaque étudiant, c'est la rétention de nos personnes étudiantes. Et sur la base de ces premières inscriptions, les résultats escomptés ne sont pas atteints pour l'instant parce que je vois que 21% des personnes étudiantes ont abandonné le cours ou n'ont pas remis les travaux. Cependant, on constate qu'il y a une différence entre le taux qui est plus élevé avec l'encadrement avec la personne tutrice et moins élevé, donc 15 et 79% pour la personne professeur. Et il faut savoir qu'à la TELUC, en général, c'est 15%. Alors, loin de moi l'idée de critiquer le travail de la personne tutrice, c'est simplement un premier constat et évidemment, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi ça a pu se produire. Eh bien, cette différence peut s'expliquer comme suit. D'une part, la maîtrise du contenu et de l'orientation pédagogique du cours n'est peut-être pas encore aussi pointue à ce stade pour la personne tutrice que pour moi-même, qui suis quand même celle qui est songée à ce type de cours. Et d'autre part, le mode d'encadrement est sans doute différent, comme on en a entre toutes les personnes qui enseignent.
Comme c'est un cours où l'on attend de la personne étudiante un engagement particulièrement autonome, c'est à mon sens seulement un encadrement dynamique qui peut motiver et la stimuler durant son parcours. C'est pourquoi rappeler, moi c'est comme ça que je fonctionne, mon soutien, je procède par l'envoi de courriels que j'appelle coup de pouce toutes les semaines. Et il s'agit donc de manifester ma présence, même si elle est à distance, auprès de la personne étudiante et de montrer ma disponibilité ainsi que mon expertise, aussi partager éventuellement les questions que d'autres étudiants ont posées et comment j'y ai répondu, et donc ainsi encourager la personne étudiante à cheminer. Et puis, outre le fait d'accorder à la personne étudiante un accompagnement soutenu, je commente généreusement ces textes d'évaluation et les lui renvoie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, directement par courriel pour plus de personnalisation. Et donc, il reste à voir à quels outils d'encadrement la personne tutrice se réfère et à les ajuster. Pas juste elle, moi aussi. Donc, les personnes étudiantes aussi ont obtenu dans ce cours un résultat moyen de 88%. En dehors des petites évaluations formatives apparaissant tout au long du cours et qui ont fait l'objet de très bons résultats, eh bien, la note moyenne obtenue pour la première évaluation de plus grande envergure, où il fallait entre autres rédiger un résumé, s'est élevée à 90%. Donc, c'est quand même bien, je trouve, hein, très bien même. Et pour la deuxième évaluation, donc de plus grande envergure, la note moyenne s'est avérée très bonne avec un 85%, un 80, ah non, c'est ça. Pour la deuxième évaluation, la note moyenne s'est avérée un peu moins bonne avec un 82%. Et pour la dernière, donc qui est l'examen final, on voit qu'elle est très bonne avec un 85%. Cependant, si l'on compare des notes, la moyenne des notes données selon la personne qui encadre, on constate de grosses différences, particulièrement pour l'évaluation du module 4 et l'examen final, qui sont justement le lieu où les personnes étudiantes doivent rédiger les plus longs textes. À partir de ces différentes moyennes et surtout de la très bonne moyenne globale de 88%, d'une part, nous pouvons considérer à première vue que les objectifs visés dans ce cours sont atteints. Cette très bonne note moyenne globale en rédaction est vraiment remarquable, car de nombreuses difficultés rédactionnelles apparaissent réglées dans les différents textes à produire lors des évaluations. Alors, si on regarde maintenant l'aspect plus qualitatif des évaluations, j'ai construit l'évaluation de clôture du module 4 et l'examen final en ayant le souci que la personne étudiante fasse notamment le point sur ses acquis. Donc, c'est aussi une façon de limiter les tendances ou les envies de plagier, puisque finalement, elle doit comment dire, s'engager envers elle-même en regardant comment est-ce qu'elle a évolué dans le cours. Donc, elle doit, entre autres, répondre aux questions suivantes. À la fin du module 4, qu'est-ce que vous trouvez encore difficile à faire lorsque vous voulez produire un texte écrit? Et dans l'évaluation finale, après avoir terminé votre cheminement dans ce cours, quelle est votre prise de conscience personnelle des éléments théoriques pouvant améliorer votre acte rédactionnel à l'avenir? Alors, les textes produits s'avèrent très riches en éléments qualitatifs, lesquels peuvent être analysés. Cependant, ces résultats doivent être pris avec des pincettes, vu qu'ils sont prélevés dans des évaluations et qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que la personne étudiante veuille orienter sa réponse aux questions pour convenir à ce qu'elle croit qui est attendu de la part de la personne qui va l'évaluer. Alors, j'ai relevé 10 types de renforcement que le cours semble avoir entraînés et qui ont été mentionnés par les personnes étudiantes. Donc, à la fin du cours, 86% des étudiants nomment qu'elles ont vraiment un renforcement de leur structure de texte, 81% du sens critique
et de la démarche réflexive, 78% du style et de la fluidité, 70% disent avoir s'être bien approprié le logiciel Antidote et ses multiples capacités, et ainsi qu'avoir augmenté leur capacité à réviser, et aussi 54%. On parle de la confiance en soi pour rédiger. Ça ne veut pas dire si les autres ont il y a eu moins de pourcentage d'étudiants qui ont nommé ça, que ceux qui ne l'ont pas nommé, ça n'a pas eu d'incidence pour eux, parce qu'il y a quand même une prise en considération fondamentale du lecteur, donc qui est nouvelle pour eux. Aussi, dans la planification des étapes de rédaction, il y a un renforcement à ce niveau-là, des capacités aussi en meilleure lecture de texte. Il est intéressant de voir qu'il y a aussi des personnes qui ont mentionné qu'ils avaient renforcé leur capacité à s'aider de l'intelligence artificielle générative pour aller chercher, par exemple, des idées pour faire des textes d'argumentation ou revoir certains liens logiques. Et aussi, certains ont mentionné qu'ils avaient corrigé, ils avaient appris à corriger au fur et à mesure des erreurs de langue, alors que souvent, ils le faisaient une fois que le texte était entièrement écrit. Alors, du point de vue des améliorations, eh bien, il y a aussi, j'ai distingué 3 types d'améliorations. Donc, ce sont là où certains étudiants ont encore mentionné quelques difficultés, des choses qu'ils doivent améliorer. Et on note que c'est la cohérence textuelle qui pose peut-être le plus de difficultés. C'est un peu normal parce que c'est une des grandes difficultés de la langue écrite et donc de la rédaction. Donc, ça ne m'étonne pas, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend en faisant un module sur la cohérence textuelle, et ça va d'ailleurs donner naissance à un nouveau cours qui sera consacré beaucoup à la cohérence textuelle proprement dite. Donc, quoi qu'il en soit, on voit quand même qu'il y a entre 54% et 86% des personnes étudiantes qui ont identifié des renforcements, ce qui est quand même une nouvelle excellente, surtout quand on prend en considération la moyenne de la note globale pour le cours qui est de 88%. Alors, quels sont les éventuels commentaires critiques que les personnes étudiantes ont donnés après leur cheminement pour évaluer le cours? Eh bien, il n'y a pas eu suffisamment de personnes étudiantes qui ont évalué le cours lors de la session d'été 2024, donc je n'ai pas de résultats disponibles. Et en revanche, il y a quand même eu 8 étudiants sur 39, donc 20% à peu près, pour la session d'automne. Mais c'est quand même encore peu du point de vue qualitatif parce que les commentaires sont très je vais dire fugace presque, mais j'en tiens quand même compte pour penser à peut-être bonifier le cours. Alors, certains ou une étudiante ou un étudiant a parlé d'une certaine complexité technique pour réaliser des activités. Il faut parfois faire une capture d'écran puisque on regarde ce que propose Antidote et puis il faut mettre le texte la capture d'écran dans le portail du cours. Donc, il y a certaines difficultés, peut-être qui vont de mieux en mieux au fur et à mesure qu'on avance dans le cours, mais au début, il faut s'adapter à ça et ce ne sont pas tous les étudiants qui sont à l'aise avec cette dimension-là. Il y a aussi une personne qui a mentionné qu'il y avait un trop grand nombre d'activités à réaliser et qui n'étaient pas évaluées. Et qui, en plus, pour elle, ne permettait pas de les aider à réaliser les évaluations de clôture et l'examen final. Oui, justement, le but du cours, c'est donc un peu peut-être la nouveauté, c'est on fait des activités, mais on n'évalue pas tout, on n'évalue vraiment pas trop de choses, on fait juste faire en sorte que la personne soit intégrée et engagée dans le cours et s'autonomise. Et donc, c'est vraiment toujours, il y en a qui veulent être plus évalués finalement.
ils veulent avoir des points au fur et à mesure. Et alors, il y a quand même un commentaire que j'ai conservé, en fait, je les ai tous conservés, mais une grande appréciation du cours de manière générale, du nombre d'activités, justement, et de leur diversité. Alors, en conclusion, ce que révèle la compilation des données quantitatives et qualitatives, c'est que l'objectif visé avec ce cours est atteint. En effet, la moyenne globale de la note finale, donc 88%, et le nombre élevé des renforcements rédactionnels démontrent que la moyenne des personnes étudiantes sont en mesure, et je peux vous le dire, ça se voit vraiment dans les textes quand on les lit et ça fait plaisir, de très bien rédiger différents textes, dont des résumés des textes d'argumentation, qu'elles savent construire un plan de leurs idées, qu'elles sont capables de critiquer leurs écrits et de les améliorer du point de vue de la construction des idées, de leur articulation entre elles, de la qualité de la langue, ça c'est fondamental, je trouve aussi, de la structure, du style, etc. Et tout cela en se servant avec diligence du correcticiel antidote. Et même aussi, dans une moindre mesure, de l'IAG. Et elles ont aussi appris acquis un regard critique tant par rapport aux propositions du logiciel Antidote que de l'IAG. Pour améliorer le cours, je souhaite ajuster les activités aux nouvelles versions d'Antidote, évidemment, et il y en a, et ça va vite, hein, et harmoniser les pratiques d'encadrement, donc peut-être avoir plus de réunions avec les autres personnes qui vont encadrer dans le cours pour essayer d'avoir finalement une vision plus harmonieuse dans les rétroactions et peut-être dans la notation, et continuer à observer les parcours d'apprentissage donc à venir, donc des étudiants qui sont à venir, pour mieux identifier où et comment il y aurait lieu d'apporter des bonifications. En effet, il s'agit quand même d'un cours quasi expérimental, notamment par le fait que le parcours soit fléché et obligatoire, ce qui peut engendrer de la résistance, car les personnes étudiantes ne sont pas encore habituées à ce type de structure. Certains, ils voudraient aller tout de suite aux évaluations, ils veulent aller plus vite, mais si on pense un petit peu à ce qui se passe dans un cours en présentiel, eh bien, bon, à moins de sortir de la classe, en principe, on est obligé de les faire, les activités en classe. De plus, je visais un cours où la personne qui encadre pourrait privilégier son rôle de guide plutôt que celui de prescription et d'évaluation, et je considère que c'est ce qui s'est passé, et sans compter que par rapport au cours original de rédaction fondamentale, les personnes étudiantes révèlent des capacités rédactionnelles bien plus que satisfaisantes. Avec quoi pourriez-vous repartir de cet atelier conférence? Avec le fait que l'expérience étudiante pourrait être plus que jamais essentiellement interactive, excusez-moi. En effet, si l'on repense au contexte d'apprentissage de la TELUC, le risque de démotivation, voire d'abandon, est présent. Ainsi, pourrions-nous miser sur une démarche d'apprentissage particulièrement interactive en nous concentrant sur les 3 actions suivantes. Happer le plus possible nos étudiants, les impliquer dans leurs activités et dans de nombreuses activités, et ainsi aussi les autonomiser, les rendre critiques. Je crois également qu'il est bénéfique d'apprendre aux personnes étudiantes à utiliser de manière efficace et critique les outils numériques comme Antidote et l'intelligence artificielle générative, que ce soit dans ce cours ou fort probablement aussi dans d'autres cours, dans d'autres domaines. Les bouder va à l'encontre, je crois, des pratiques personnelles des personnes étudiantes qui s'en prévalent déjà. Pour conclure, l'aventure que j'ai vécue avec ce cours continue de me convaincre qu'une interactivité régulière et continue tout au long du cours, grâce à des supports variés et à beaucoup d'activités et de riches rétroactions, contribue au développement des apprentissages, à l'acquisition des connaissances et à l'adoption d'une attitude autonomisante et autoréflexive, que ce soit en rédaction ou sans doute dans d'autres domaines. Voilà, alors je pense que
je peux continuer, si vous voulez, pour entamer les discussions avec une question, mais si vous préférez, je peux déjà vous en proposer une de questions. Donc, c'est un peu à voir d'après les conversations qu'on a déjà eues. Qu'est-ce qu'on a dans les conversations? Est-ce qu'il y a déjà des petites discussions ou des commentaires qui sont arrivés, André? Est-ce que tu vois quelque chose? Aucune question pour l'instant. OK. Alors, ben, Moi, je vais... Oui, excusez-moi. oui, Vous oui, bougez pas bonjour, 2 secondes, Brigitte. j'aurais une question. Désolée, est-ce qu'il y a un profil d'étudiants qui a été créé, à savoir le groupe d'âge, les hommes, les femmes, X, Y, Z? Non? Non, j'ai pas encore fait ça, vraiment, OK. mais j'attends d'en avoir un petit peu plus. Je me suis vraiment juste basée pour le moment sur les, comment dire, sur les résultats en fait et sur le contenu. Mais c'est sûr que ce sont des choses qui vont être étudiées et aussi peut-être plus étudiées. Ça, enfin, c'est ce qu'on voudrait faire avec un autre cours, c'est étudier le comportement étudiant face à chacune des activités. Donc, mais pour ça, on a besoin de plus de données. Voilà. OK. Parce que Merci. par expérience, l'été, les étudiants veulent faire un cours rapidement. Et Oui. donc, en tout cas pour les miens qui sont aussi en langue, là, et donc, je pense que ça pourrait peut-être expliquer là, les statistiques d'été, mais j'ai bien hâte de... Est-ce que vous allez nous montrer un peu la plateforme ou je Alors, serais ben, curieuse de voir? je vais juste passer à la question, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une rétroaction approfondie? Parce que j'en ai parlé, puis beaucoup de personnes pensaient que c'est comment dire, la personne qui encadre qui fait la rétroaction approfondie. Oui, elle fait une rétroaction très commentée dans des évaluations qui sont soumises dans le cadre donc du cours, mais il y a aussi des rétroactions qui sont internes au cours. Par exemple, j'ai appelé ça des évaluations, pas des évaluations, mais des activités en cascade. C'est-à-dire que on part d'une activité, l'idée c'est de rédiger un résumé, d'apprendre à rédiger un résumé. Alors, on explore tout d'abord le résumé, réviser un texte, et la personne doit donc il y a quelques questions qui lui sont posées sur comment est-ce qu'on résume et comment est-ce qu'on résume, et comment est-ce qu'on révise un texte. Et ensuite, on lui pose des questions sur est-ce qu'elle a trouvé cet exercice facile ou difficile, qu'est-ce qui a été, et ce sont des questions oui/non, donc où elle s'auto-évalue, et on lui propose une rétroaction où on lui dit, ben, en fait, les deux types de réponses sont valables et on va l'approfondir. Donc, il y a quand même déjà une espèce de personnalisation. On essaye d'expliquer à l'étudiant que c'est normal s'il a trouvé certaines parties plus difficiles que d'autres. Arrive une première mise en pratique où on montre ce qui se passe avant de résumer un texte original. Bien, il faut d'abord comprendre le texte, chercher l'information, avoir... et là, justement, pour comprendre et chercher l'information, une fois qu'il a appris à faire cela, il y a un choix multiple et le choix multiple, il y a une rétroaction. Ce que j'ai pu constater, c'est que parfois, quand on fait des choix multiples, la réponse qui apparaît, c'est non, la réponse n'était pas A, elle était B. Bon, ben ça, c'est extrêmement frustrant pour l'étudiant, je crois. Il faut aller, à mon sens, plus loin. Je ne dis pas que tout le monde fait ça, mais je pense que c'est intéressant d'aller chercher à reprendre la théorie et dire à l'étudiant, ben oui, vous avez choisi A, vous auriez dû choisir B, et on redit pourquoi vous auriez dû choisir B. Après, il y a une auto-évaluation de la compréhension. Donc là, de nouveau, on fait une liste de questions sur le thème. Est-ce que la personne a bien compris le thème du texte original? Et on lui propose une rétroaction avec plusieurs exemples de solutions parce qu'elle peut très bien avoir compris le thème comme étant telle chose, mais le thème, il est divisé en sous-thèmes. Donc, on continue finalement à enseigner, mais
à l'intérieur même de la rétroaction. Et puis, on arrive à une récapitulation où on propose donc du contenu théorique, mais sur base d'une récapitulation graphique. Arrive une deuxième mise en pratique où on montre comment est-ce qu'on prépare le résumé, donc le résumé à partir du texte original. Là, je montre comment est-ce qu'on découpe et comment est-ce qu'on montre les articulations qu'il y a dans le texte, la vérification de la compréhension de ce découpage, de nouveau avec un choix multiple et une rétroaction où de nouveau on explique pourquoi c'était pas A mais c'était B, on donne vraiment une raison et on donne une rétroaction globale avec le plan du texte original qui sera à résumer. Et on finit par une rétroaction avec le plan que la professeure aurait fait, donc et où la personne étudiante va pouvoir comparer. Et justement, bon, j'avance un petit peu, mais on termine avec une autre mise en pratique où la personne étudiante va devoir rédiger un résumé. Et il y aura de nouveau la rétroaction avec le résumé que la professeure aura fait de ce texte-là et une auto-évaluation avec une comparaison. Est-ce que vous avez fait ça par rapport au résumé de la rétroaction? Est-ce que vous avez plutôt fait ça? Est-ce que vous avez plutôt fait ça? Et on va expliquer pourquoi est-ce qu'il y aurait été mieux de faire telle chose que telle chose. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Je ne sais pas si ça répondait à la question de Brigitte Chabot. Oui. Est-ce qu'il Oui, y a... tout à fait. Et j'aime beaucoup l'approche de suivre les étudiants semaine par semaine. Reste à savoir, est-ce qu'on pourrait appliquer le même format pour un cours d'anglais ou d'espagnol? Ce serait intéressant à suivre. je vais répondre à Brigitte, à moins qu'il y ait d'autres interventions. Oui, il y a des petites questions dans le chat. Oui. Est-ce que j'ai le temps de répondre à Brigitte? Oui. Je crois que, en fait, je pense que tout est transférable. Je crois que c'est vraiment. Je trouve que. Je pense que faire travailler l'étudiant en permanence, qu'il soit toujours actif. Pour le moment, on n'a pas bien vu encore si ça allait garder sa motivation. Pour le moment, pas plus qu'un autre étudiant à la TELUC. Mais j'espère qu'avec le temps, et si d'autres profs peuvent embarquer dans peut-être ce principe, et s'ils y croient, parce que ça, c'est autre chose, je pense que ça peut amener que les étudiants vont être plus habitués à ce genre de choses. Et je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas applicable dans d'autres cours ou d'autres domaines. Voilà. Génial. Merci beaucoup. Merci. Nous avons une question, mais plusieurs questions, Evelyne, je vais les lire et si tu pourrais les répondre, s'il te plaît. Donc, Monsieur Christian Lemay demande sa première question. Quelle est la nature d'interaction avez-vous avec les étudiants? Bon, ma réponse, pour moi, par rapport à, je ne sais pas où monsieur, je n'ai pas bien entendu non plus le nom, mais où l'intervenant, celui qui pose la question, travaille. Bon, ben, en enseignement à distance asynchrone, la difficulté, c'est comme je l'ai expliqué, c'est que les étudiants, il n'y en a pas un seul qui rentre en même temps. Donc, quelqu'un qui commence dans la session d'automne, il y en a certains qui vont commencer le 1er septembre, mais d'autres qui vont encore rentrer le 1er décembre. Donc, il est difficile d'avoir des interactions avec tous les étudiants, surtout quand on a beaucoup d'étudiants. Il y a des cours où j'ai d'autres cours, je n'ai pas que celui-là. Donc, c'est un peu l'interaction, elle est pour moi essentiellement avec le fait d'envoyer des courriels réguliers pour encourager les étudiants et partager les questions que les uns et les autres posent, même s'ils ne sont pas au même
degré, ils ne sont pas à la même étape du cours. Donc, pour moi, c'est la première interaction. Et c'est une interaction que je fais régulièrement, toutes les semaines, régulièrement. Et les étudiants, ils adorent ça parce qu'ils disent que ça les stimule. Et j'essaye surtout d'avoir des interactions où je ne les décourage pas, où je ne les culpabilise pas de n'avoir rien fait pendant 3 semaines. Non, c'est tout le temps. Je sais que c'est pas facile, donc je les materne, mais je pense que ça fonctionne parce qu'ils ne se sentent pas coupables, mais ils ont envie d'avancer. Donc ça, c'est l'essentiel de mes interactions. Oui, je pourrais avoir des interactions avec des appels téléphoniques, etc. Mais avec le volume d'étudiants que j'ai, je ne peux malheureusement pas me permettre ça. Donc, c'est le moyen que j'ai trouvé. Il y a aussi l'intervention de démarrage que nous avons tous à la TELUC, où je fais vraiment une vidéo explicative du cours. Donc, je leur envoie de manière personnalisée au début de leur cours. C'est pas tout à fait une interaction, mais dans le cours, j'ai mis une espèce de foire aux questions dans l'accueil que j'invite évidemment les étudiants à lire. Pour un petit peu, ça sert un peu comme quand on rentre sur une université campus et qu'on doit aller au service aux étudiants. Toutes les questions qui se posent là, c'est là. Donc, ça évite d'avoir des interactions qui sont des interactions sur c'est comment est-ce que je reporte mon cours, où se trouve la bibliothèque, ou est-ce que c'est quoi le plagiat, comment est-ce qu'on fait une bibliographie. Tout ça est dans une foire aux questions, donc qui me semble plus, puisqu'elle s'adresse directement aux étudiants, aux vous. Je crois que c'est assez efficace en tout cas parce que je n'ai plus toutes les autres questions que j'avais avant parce que les étudiants sont un peu perdus quand ils commencent un cours à l'université asynchrone sans autres collègues à qui ils parlent ou ils pourraient parler. Voilà. Une autre question, André? Oui, la deuxième question posée par M. Lemay, donc j'avais répondu dans le chat. Oui. Par la suite, question de Alain. Non, pardon, c'est Jessica Archambault. Par curiosité, est-ce que les tuteurs ont été invités à utiliser l'IAG pour les rétroactions personnalisées? Non, pour le moment, non. C'est une très bonne question, mais non. Pour le moment, non. Moi, je l'ai déjà fait dans des cours, pas dans celui-là. Et j'ai comparé, en mettant dans le commentaire, dans l'évaluation, j'ai d'abord corrigé moi-même, vraiment de façon humaine, le travail ou l'évaluation des étudiants et je leur ai mis ce que proposait l'IAG comme commentaire et comme analyse et j'ai comparé les deux pour que l'étudiant voit quel était l'esprit critique qu'on peut faire face à une proposition de l'intelligence artificielle générative. Mais la question est super intéressante. On va travailler parce que bon, c'est ça, j'encadre aussi dans tous mes cours, donc c'est des questions qui valent aussi pour moi et pas juste pour les personnes tutrices. Merci beaucoup. Ensuite, deux petites questions posées par Madame Tremblay concernant. Mais c'est plus un commentaire, la première question. Je peux peut-être non, voilà, je ne voulais pas ouvrir, il y a un problème de double son. Mais Oui, c'est une bonjour. question. Est-ce que les étudiants n'utilisent pas plus l'IAG qu'une personne? Voilà. Alors, Et comment le oui. contrôler? Désolée, il y a vraiment un Non, non. problème là. Non, mais c'est une très bonne question, Diane. Je vous appelle par votre prénom parce qu'on s'est déjà vu quelques fois. Mais oui, c'est une très bonne question.
mon objectif, c'est surtout de montrer que comme prof, on n'est pas dupe. Dire qu'ils utilisent plus ou moins, je pense que j'ai pas l'impression que c'est plus. Quand je regarde leurs évaluations finales, bon, et j'ai mis qu'ils pouvaient utiliser Antidote, mais ils ne peuvent pas utiliser pour les évaluations, ils ne peuvent pas utiliser l'IAG. À mon sens, quand je lis ça, je sens beaucoup d'authenticité et je leur apprends tout au long du cours à essayer d'être le plus critique possible par rapport à l'IAG. Le cours que je suis occupée à faire maintenant, c'est sur le style, la cohérence et la cohésion textuelle avec l'intelligence artificielle générative. Donc, c'est comment est-ce qu'on apprend à travailler avec cet outil-là sans gober tout ce qu'il fait et en arrivant disons, à ne pas en être complètement dépendant et à rester des personnes avec des idées qui leur sont propres et des capacités à critiquer ce que va proposer l'IAG, parce qu'on sait quand même que quand on regarde l'IAG, on peut devenir dépendant parce qu'elle elle fait tellement des bonnes choses parfois que le risque, c'est peut-être que des gens mal informés et surtout qui n'ont pas acquis de connaissances, de compétences et de capacités critiques, ils vont l'utiliser n'importe comment et finalement, à quoi ça sert de savoir, d'apprendre à rédiger si l'IAG, si finalement on le fait comme l'IAG. Donc, je crois que c'est dire que maintenant l'IAG, que les étudiants ont plus utilisé l'IAG, je ne crois pas du tout parce que c'est vraiment très autonome et très authentique dans le texte qu'ils soumettent. On voit vraiment qu'il y a une analyse sur ce qu'ils ont fait et je n'ai pas vu d'analyse parallèle. J'ai un cours où j'ai très très bien vu que les étudiants utilisaient l'IAG. Ça se voyait vraiment tout de suite en rédaction. Et donc, mais pas dans celui-ci, hein, jusqu'à présent. Avons-nous Bravo, encore du merci. temps? Et Une ce petite cours minute. sur l'utilisation de l'IAG va être très utile parce que moi, je constate que les étudiants et mes tuteurs me disent qu'ils l'utilisent de plus en plus. Ben oui, Mm. c'est sûr. Et voilà, c'est vraiment important. Mais... Avons-nous encore du temps pour répondre aux questions qui sont rentrées dans le chat? Il en restait combien? Une? Alain, peut-être? Oui, Alain donc, a posé une question. Est-ce que c'est une Rapidement. approche pédagogique centrée sur les activités? J'ai répondu dans le chat que oui. Est-ce que, Evelyne, as-tu des... Oui, l'approche pédagogique, c'est avant tout d'être le plus actif et que donc toutes les activités sont sujettes à agir et à découvrir de la théorie tout en agissant sur ce qu'on vient de lire, sur ce qu'on vient de comprendre. On est donc, enfin, j'ai vraiment cette vision de cascade. Chaque chose sert à la suivante. Andréi parlait de spirale, mais la spirale est peut-être et de la complexité, oui. Oui, les activités, c'est vraiment être actif et apprendre par des activités, ça me semble être une approche pédagogique en soi. Mm-hmm. Okay. On a encore deux petites questions. Est-ce qu'on a le temps ou... Je propose, le chat va être encore accessible après la rencontre. Donc, si Evelyne, tu peux aller répondre aux 2-3 questions qui restent. Comme c'est une. Ouais. Okay. Je vous remercie, Evelyne et André, pour cette présentation et merci à ceux qui ont assisté à cet atelier. Nous vous invitons à répondre au questionnaire de satisfaction disponible dans le clavardage. L'atelier d'aujourd'hui sera mis en ligne sur notre page YouTube et sur le site internet dans les prochains jours. Nous espérons vous revoir pour le dernier atelier de l'année qui aura lieu le 19 mars 2025 et qui s'intitule Transformation de contenu web d'apprentissage en REL assisté par l'intelligence artificielle générative avec Valérie Payen, Jean-Baptiste et Valérie Psyché de l'Université TELUC. Je vous remercie à tous.
Bon, Nous aussi. bon après-midi. Merci. Vous aussi, merci beaucoup à vous tous. Merci. Au Merci revoir. beaucoup.